Donc bonjour à tous, merci d'être venus pour cette troisième présentation de Robert Kurz et donc de ce troisième chapitre, donc qui s'intitule Le travail abstrait dans la critique marxienne de l'économie politique, un concept de substance négatif. Donc, si vous vous en souvenez, on s'était laissé la dernière fois sur le concept de substance, qu'on avait défini finalement pour la substance du capital, qu'on avait défini comme le travail avec son principe la valeur. Et on s'était arrêté sur une critique du marxisme traditionnel, donc qu'on avait défini comme ce courant marxiste attachant une définition du capitalisme basée sur la propriété privée des moyens de production et les rapports de classe, de lutte de classe. Et on avait montré en quoi cette définition ne rendait pas compte de la profondeur des rapports, de la forme sociale capitaliste totale, qui elle se réfère plutôt aux catégories de la valeur que sont donc le travail, l'argent, la marchandise et l'État. Et reprenant donc cette critique du mouvement ouvrier et du marxisme traditionnel, qu'on se démarre en disant que plutôt qu'une opposition à l'économie politique, ce qu'il appelle l'économie politique capitaliste, à laquelle on a en fait opposé une économie politique du socialisme, il faudrait plutôt envisager une critique pratique de l'économie politique en tant que telle. C'est-à-dire que, on l'a dit, l'économie politique, qu'elle soit socialiste ou capitaliste, ça doit être compris comme les deux faces du même rapport social capitaliste, juste qui se déploie sous différentes formes. Et l'un des deux principaux problèmes que présente cette approche donc marxiste traditionnelle en présentant la substance du capital, donc le travail abstrait sous un angle entièrement positif, c'est qu'elle établit une sorte de loi de la nature indépassable, ontologique et transhistorique, qui entre en contradiction même avec la définition qu'a donnée Marx. Donc, je sors la citation du Capital, donc je vais la lire et puis ensuite on va la commenter ensemble avec Robert Kurz. Donc, citation du Capital, livre 1, page 42-43. Marx dit: si l'on fait maintenant abstraction de la valeur d'usage du corps des marchandises, il ne leur reste plus qu'une seule propriété, celle d'être des produits du travail. Mais même dans ce cas, ce produit du travail s'est déjà transformé dans nos mains. En faisant abstraction de sa valeur d'usage, nous faisons du même coup abstraction des composantes corporelles et des formes qui en font une valeur d'usage. Il cesse d'être table, maison ou fil, ou quelque chose d'utile que ce soit. Tous ces caractères sensibles sont effacés. Il cesse également d'être le produit du travail du menuisier, du maçon, du fileur, bref, d'un quelconque travail productif déterminé. En même temps que le caractère utile des produits du travail, disparaissent ceux des travaux présents dans ces produits, et par là même, les différentes formes concrètes de ces travaux, qui cessent d'être distincts les uns des autres, mais se confondent tous ensemble, se réduisent à du travail humain identique, à du travail humain abstrait. Considérons maintenant ce résidu des produits du travail. Il n'en subsiste rien d'autre que cette même objectivité fantomatique, qu'une simple gelée de travail humain indifférencié, c'est-à-dire de dépenses de force de travail humaine, indifférente à la forme dans laquelle elle est dépensée. Tout ce qui est encore visible dans ces choses, c'est que pour les produire, on a dépensé de la force de travail humaine, accumulée du travail humain. C'est en tant que cristallisation de cette substance sociale, qui leur est commune, qu'elles sont des valeurs marchandes. Donc, voilà pour la citation du Capital, qui acte déjà que la conception du travail abstrait de Marx n'est en aucun cas positiviste, mais plutôt une direction vers une critique conceptuelle d'une réalité négative, pour reprendre les mots de Kurz. Donc, ça se démontre avec certains passages quand il dit que ce processus qui fait abstraction de la valeur d'usage efface du même coup tous les caractères sensibles du travail, ne laissant qu'une objectivité fantomatique ou une simple gelée de travail humain indifférencié. Là, déjà, on voit le caractère, la tendance qui se dégage destructrice à l'endroit du monde sensible et humain,
et de réduction en fait de tout ce qui est marchandisé, donc puisque le capitalisme tente de marchandiser un maximum de choses de toute la vie, à de la marchandise indifférente en qualité, devenant pure quantité. Et c'est dans ça donc que cette abstraction, c'est une abstraction réelle qui possède bien une mise en pratique active, qui n'est pas donc une simple abstraction langagère comme on l'a bien démontré la dernière fois, ni une simple chose de penser, mais un agir qui s'étend immédiatement au monde des hommes et de la nature. L'abstraction travail présente un lien immédiat à l'action, elle constitue un a priori de la reproduction sociale aux conséquences incalculables. Mais il y a aussi quelque chose de problématique dans cette citation du Capital. En fait, Course nous dit que Marx, il amorce ici une démarche critique qu'il ne mènera pas jusqu'au bout. Certes, il développe, contrairement à la plupart des marxistes, une critique radicale de l'abstraction réelle que renferme le concept moderne de travail, mais en parallèle, il demeure attaché à l'ontologie du travail issue des Lumières et du protestantisme. Ontologie du travail que défendait également le mouvement ouvrier, né dans le même contexte historique que sa théorie. Donc c'est bien là que se situe le problème. Et pour répondre à cette contradiction, il s'agirait de dépasser en fait cette de dépasser Marx avec Marx. Voilà. Et donc du coup, Kurtz y fait appel à une citation des Grundrisse et avant il dit que Marx attachait à départager le travail en deux principes, le prétendu principe ontologique travail et l'abstraction qu'il exprime, et l'abstraction réelle spécifique au capitalisme. Donc, alors, Kurtz il prend l'exemple des Grundrisse, et là il a pris l'exemple du Capital pour dire qu'en fait il y a toujours eu un peu cette conception aporétique du travail chez Marx, mais dans le Juggernaut 3 il y a un article de Nuno Machado qui revient sur cette... l'article se nomme l'aporée du concept de travail chez Marx, et donc il revient un peu plus dans le détail, parce qu'il a plus le temps, donc de ces deux conceptions du travail chez Marx. Et lui, il affirme, donc contrairement à Kurtz, donc là je ne saurais pas départager les deux de toute façon, mais je trouvais ça important de vous le signaler parce que c'est deux points de vue de la critique de la valeur. Lui, il affirmait en fait que le travail chez Marx a été le plus radicalement critiqué dans les manuscrits de 44. Donc chez Marx, globalement, les principales sources, c'est les manuscrits de 44, ensuite la critique de l'économie politique de 59, les manuscrits de 67-68 dit Grundrisse, et ensuite le Capital. Et apparemment, donc, d'après Nuno Machado, en tout cas, la définition la plus radicale du travail se trouve dans les manuscrits. Et Marx d'ailleurs parle tout à fait là de la nécessité de supprimer le travail. Donc ça, déjà ce Marx-là n'a pas été repris par ces épigones, mais voilà, je trouvais que c'était important de vous le signaler. Donc, concernant ce passage des Grundrisse, je vais pas faire comme là avec ce passage du Capital en l'affichant et en le commentant avec vous parce qu'il est plus long et puis que c'est pas forcément nécessaire. Mais je vais plutôt en fait directement m'atteler à vous présenter ce qu'en dit Kurtz. En fait, Kurtz, dans la théorie de Marx, il relève trois apories. Alors, d'un côté, dans cet extrait, le travail apparaît à la fois sous un jour positif et sous un jour négatif. Donc, si j'essaye de vous retrouver rapidement l'idée, c'est qu'en gros, il est présenté à la fois comme un progrès et une activité créatrice de richesse en général. Et en même temps, donc toujours dans le même extrait, qui fait, je vous lis à peu près 1,5 fois l'extrait précédent, il est présenté comme indifférent à l'égard du contenu. Ensuite, il est présenté à la fois comme une abstraction de raison et en même temps comme une abstraction étant le résultat d'une forme de société. Donc il nous dit, Marx dit que le travail est une abstraction en raison, un simple terme générique servant à désigner le développement concret le plus riche des activités. Donc là ça rejoint aussi ce que je vous disais dans l'idée de
de le présenter sous un jour positif, hein, si on dit que le travail est simplement le développement concret le plus riche des activités, ça pourrait lui donner une forme de positivité. Et en même temps, il dit, toujours dans ce même extrait, Marx dit que le travail est le résultat dans la pensée d'une totalité concrète de travaux. Donc là aussi, il se contredit. Et enfin, dernier élément, le travail est présenté à la fois comme une conception très ancienne et valable pour toutes les formes de société d'activité, et toujours dans le même extrait, Marx affirme que le travail est le produit de rapports historiques bien précis, les rapports modernes de production, et que le travail ne trouverait son entière validité que pour ces rapports et à l'intérieur de ceux-ci. Donc, là aussi, il y a un article qui est intéressant à ce sujet dans le Jaggernaut 3. C'est l'article de, encore Nuno Machado, qui s'appelle « L'invention du travail, historicité d'un concept dans les œuvres d'André Gorz, de Dominique Méda, de Françoise Golin et de Serge Latouche ». Et en gros, il essaye de démontrer comment, donc, André Gorz était philosophe, mais il me semble que Dominique Méda est sociologue ou anthropologue, et Françoise Golin aussi, et Serge Latouche est économiste. Et il montre comment, dans des travaux eux-mêmes en fait issus des milieux universitaires ou de sciences sociales, on a pu avoir se développer cette idée que la forme travail n'est pas applicable à toutes les sociétés anciennes. Et il me semble avoir vu une conférence où Godelier dit la même chose, que c'est une projection de catégories modernes, mais que projeter ces catégories dans les rapports anciens n'est pas possible. Donc, on voit que Marx, là, fait un contresens au sujet du travail. Course nous dit que ça peut pas être grâce à une analyse historique qu'il en est arrivé à cette conclusion, puisque comme on vient de le dire, un concept qui désignerait une universalité sociale, une activité en général, ça n'existe pas chez les anciens. Donc, si Marx en est venu à cette conclusion, c'est pas un simple pensée, mais donc il s'est trompé. Et en fait, pour Kurtz, le seul moyen de venir à bout de ce raisonnement, justement, aporétique qu'on trouve chez Marx, c'est précisément de définir le travail comme abstraction réelle, strictement historique, strictement moderne et capitaliste. Et qu'il faut en fait totalement abandonner l'ontologie du travail, cette idée que le travail aurait existé dans toutes les époques. Donc ce qui ne veut pas dire que ce qui ne veut pas dire concrètement que il n'y avait pas d'activité ou de métabolisme avec la nature, mais simplement que tout n'était pas subsumé sous une seule abstraction de travail. Et donc, Kurtz indique par ailleurs que si l'abstraction travail comme concept s'appliquant à la société moderne est bien originaire de l'ère linguistique indo-européenne, elle dut en tout cas faire l'objet à un moment donné d'une complète redéfinition, puisque dans toutes les langues de cette ère linguistique, travail désignait invariablement l'activité spécifique aux esclaves, aux subordonnés, aux personnes sous tutelle, etc. Et en fait, c'est vrai que on peut avoir des mots qui ont des racines communes avec travail, ou en tout cas des semblants de définitions qui s'en rapprocheraient, mais en fait, si on prend l'exemple des Grecs, par exemple, pour eux, il n'y a que les esclaves qui travaillent. Hein, et aujourd'hui, par exemple, on pourrait dire d'un philosophe qui travaille, son travail c'est d'être philosophe, alors pour les Grecs ça n'a aucun sens, le philosophe c'est celui qui travaille pas. Et encore moins le travail pouvait être vu comme une catégorie de synthèse sociale chez les Grecs comme à l'ère moderne. Donc ce n'est pas possible. Et Kurtz nous dit que dans le Capital, en fait cette aporie du travail elle persiste et elle est même confirmée avec l'introduction des concepts de travail abstrait et de travail concret. Kurtz nous dit que travail abstrait c'est un pléonasme, puisque de toute façon le travail est par définition une abstraction, et travail concret c'est un oxymore, parce que il n'existe pas le travail concret, au sens d'un certain mode d'activité. On ne peut pas définir le travail. Il y a des travaux concrètement différents qu'on rassemble sous une abstraction, mais il n'y a pas de travail concret. Et donc Kurtz affirme que ces définitions marxiennes reflètent à proprement dit le paradoxe réel du rapport capital et de sa socialisation basée sur la valeur. Puisqu'effectivement le capital réduit réellement l'infinie diversité du monde concret à une abstraction. Et il ajoute
Au lieu que l'universel émane du particulier, le particulier se voit au contraire rabaissé au rang de manifestation de l'universel totalitaire. Quant au concret, il ne représente plus la diversité structurée du particulier, mais n'est que l'expression de l'universel abstrait réel de la substance universelle. Et Marx, il n'a sans doute pas pleinement conscience de ce sur quoi il est en train de se pencher ici, puisque il entend en fait, Marx entend conserver ce moment ontologique transhistorique de l'abstraction travail, et donc pour le conserver, il le rattache au concept de valeur d'usage. Donc si je vous cite le Capital, encore une fois, Marx dit « Le travail, en tant que formateur de valeur d'usage, en tant que travail utile, est pour l'homme une condition d'existence indépendante de toutes les formes de société, une nécessité naturelle éternelle, médiation indispensable au métabolisme qui se produit entre l'homme et la nature, et donc à la vie humaine. » Donc on voit là que le caractère ontologique du travail est bien représenté dans cette idée de valeur d'usage, émanant du travail concret. Et Kurtz nous dit que là encore, Marx fait fausse route. D'une part, parce que la notion d'utilité pour des besoins déterminés n'est pas une catégorie de la synthèse sociale, donc la valeur d'usage ne fonctionne pas du tout comme le travail, donc on ne peut pas l'y assimiler, même le travail concret. À aucun moment ça devient l'élément de synthèse sociale. Donc ça c'est un premier problème dans cette conception. La deuxième chose, c'est que la catégorie valeur d'usage ne représente que l'utilité abstraite et par conséquent est aussi une composante de l'abstraction réelle. C'est-à-dire que en fait elle agit en tant que manière, si vous voulez, la valeur d'usage est à la valeur ce que le travail concret est au travail abstrait. C'est-à-dire que ce n'est pas une forme ontologique transhistorique de travail, mais plutôt la manière dont l'abstraction s'empare du réel. Vous voyez ? Ça n'a pas de sens en fait de parler de valeur d'usage pour quelque chose qui serait précapitaliste, parce que pour qu'il y ait une valeur d'usage, il faut qu'il y ait une valeur d'échange. Et tout le sens de valeur d'usage, c'est de dire qu'on produit des choses dans le but de les échanger sur un marché, et que donc on a besoin de cette valeur d'usage pour que les choses soient échangées sur un marché, mais ça ne marche pas du tout pour les sociétés précapitalistes qui ne sont pas du tout fondées sur ce rapport même de valeur. Et donc il n'y a pas de sens à quantifier votre production en termes de valeur d'usage si vous avez de toute façon pas de valeur. Vous produisez les choses parce que vous avez des besoins. Concrètement, un pêcheur de l'Égypte antique se dit pas je vais aller produire des valeurs d'usage. Il a juste besoin de se nourrir, ou c'est son activité, il est pêcheur et il pêche. Et enfin, et Kurtz va dans ce sens-là quand il dit la valeur d'usage n'est pas un concept relatif à des besoins, mais un concept traduisant la médiation de la forme valeur. C'est-à-dire que on peut quantifier on peut utiliser une valeur d'usage en tant que forme équivalente. Donc là, ceux qui ont lu les aventures de la marchandise savent le bourbier qu'est la théorie de la forme équivalente. En fait, c'est l'idée de pouvoir quantifier la valeur d'échange d'une marchandise à partir de la valeur d'usage d'une autre marchandise, qui servirait d'étalon. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus plus amplement que cette explication, mais on voit bien que la valeur d'usage ne peut pas être elle aussi considérée comme transhistorique, alors qu'elle ne fait de sens que dans la société de valeur. En fait. Et donc, ainsi, le terme valeur d'usage ne fait vraiment sens que par l'entremise de la valeur d'échange, donc c'est en fait ce que je vous explique depuis tout à l'heure, je vois que j'ai pris de l'avance, en tant que polarité du rapport valeur. La valeur d'usage n'est donc nullement pour l'homme, tant s'en faut, une condition d'existence indépendante de toutes les formes de société, mais plutôt, je vous le dis, cette manière dont l'abstraction s'empare de la réalité. D'ailleurs, c'est la manière dont le définit Kurtz, il dit que c'est la manière spécifique dont l'abstraction réelle s'empare des choses en soi non abstraites.
Et tout le travail concret chez Marx, en fait, c'est ça. C'est cette manière matérielle spécifique dont le travail abstrait opère sa mainmise sur la matière naturelle ou sociale. Et donc, dans le prolongement de cette réflexion, il faudrait nous arrêter sur la matérialité du travail abstrait. Donc, puisqu'on parle de la valeur d'usage en disant d'elle qu'elle n'est pas cet élément transhistorique propre à tous les métabolismes avec la nature, de toutes les sociétés humaines, il faut définir ce qu'elle est. Elle est la matérialité du travail abstrait. Donc si elle est la matérialité du travail abstrait, c'est-à-dire qu'elle est une dépense productive de matière cérébrale, de muscles, de nerfs, sans aucun égard aux modalités concrètes de cette dépense. Menuiserie, tissage, etc. Et là, Kurtz y rentre dans un débat sur le caractère substantiel de la valeur. Donc chez les néo-marxistes et même jusqu'à Moïse Poston, il y a eu des accusations à l'égard de Marx, et donc à l'égard de Robert Kurtz aussi, de substantialisme et de naturalisme. C'est-à-dire qu'on accusait ceux qui défendaient l'idée de substantialité de la valeur dans cette matérialité du travail abstrait, d'être à l'origine de cette ontologisation du travail. Ce serait en quelque sorte, à cause justement de ce caractère matériel concret, qu'on aurait pu être amené à naturaliser cette abstraction travail. Or, nous dit Kurtz, si il est vrai que on trouve une ontologie du travail abstrait dans le marxisme traditionnel, elle ne tient pas du tout à cet élément donc concret de la dépense de cerveau, de muscles et de nerfs, et qu'en fait la critique est fait complètement fausse route. Donc, je vais reprendre point par point les éléments de la réponse. Kurtz précise qu'il ne revient pas sur la théorie des crises du travail abstrait, même s'il accuse du coup les gens qui lui font ce reproche substantialiste ou naturaliste en fait de ne pas vouloir développer de théorie de la crise autour de cette idée de travail abstrait. Mais en fait il dit qu'il y reviendra dans le chapitre 15 du livre, donc on le développera à ce moment-là. Et je vais plutôt directement expliquer en fait pourquoi la critique qui vise à dire qu'on naturalise le travail en disant que tout simplement qu'il possède une matérialité ne tient pas. Donc premièrement, à l'état de nature, d'un point de vue abruptement naturaliste, la séparation entre la dépense physiologique d'énergie humaine d'une part et la forme concrète de cette dépense d'autre part, ça n'a aucun sens. C'est une seule et même chose. En fait, cette séparation, c'est exclusivement ce qui se produit dans le process d'abstraction sociale moderne, et ça n'a aucun sens de l'appliquer à l'Antiquité. Si je reprends l'exemple de mon pêcheur égyptien, si vous voulez faire une analyse des sociétés antiques, ça n'a aucun sens dans les sociétés antiques de différencier la dépense abstraite physiologique d'énergie humaine et la forme concrète de cette dépense. Ça n'a de sens que dans la société de valeur. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est qu'il dit que oui, cette substance du travail abstrait possède une matérialité, mais elle n'est en aucun cas naturelle, et ni Marx ni Kurtz ne le définissent comme naturel, en l'occurrence. En fait, elle est sociale en vertu de son abstraction, de sa nature d'abstraction. Kurtz dit, nous avons affaire à l'une des faces de la matérialisation de l'idéalité formelle fétichiste. Donc, ce qu'il entend par là, tout simplement, c'est que c'est exclusivement de par son caractère social, son caractère d'être un rapport social fétichiste et englobant, que la substance du travail abstrait est projetée de manière fétichiste dans les choses concrètes. Mais c'est en aucun cas naturel ou trouvable à l'état de nature. Et donc la conséquence de tout ça, c'est que le travail abstrait possède bien une matérialité, qui effectivement, aussi bien conceptuellement que pratiquement, laisse de côté les modalités concrètes de cette dépense. Et on voit qu'en fait, puisqu'on a dit qu'on ne pouvait pas analyser les marchandises par leur aspect concret, il ne reste que cet aspect abstrait. La seule chose qui est essentielle dans la marchandise,
c'est cette dépense. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans l'abstraction en tant qu'abstraction réelle, dès lors que tout contenu matériel demeure sous la forme de résidus de dépenses d'énergie humaine dans ce qui caractérise la marchandise, eh bien la seule chose qui compte, c'est que ait bien eu lieu ce processus de combustion corporelle humaine, cette dépense d'énergie, qui peut par ailleurs être quantifié, s'exprimer en quantum de valeur. Mais ce processus, il faut qu'il ait bel et bien eu lieu. Et Course dit précisément que l'absurdité du process social capitaliste, fétichiste, c'est que ça tient au fait que l'on représente ce processus précisément indépendamment de sa forme concrète et de son but matériel concret. En fait, l'entièreté de la société se retrouve comme arrimée à cette représentation fétichiste, et si effectivement c'est par une abstraction sociale que l'on projette cette substance fétichiste dans les choses, ce processus de coagulation de la valeur dans la marchandise, lui, il correspond à un moment tout à fait réel, c'est-à-dire le travail humain. Et c'est en ça qu'on parle d'une abstraction réelle. Et donc Marx dit, la représentation est ici une phase essentielle de ce que Marx a appelé le fétichisme de la forme marchandise. Car le quantum d'énergie humaine dépensée n'est pas seulement inséparable de la forme concrète de cette dépense, il appartient en outre au passé et devient insaisissable sitôt que les produits sont fabriqués, de sorte que s'il est contenu dans les produits, il va de soi que ça ne peut pas être dans un sens naturel ou physique. Donc ça, on en avait déjà parlé aussi sur le chapitre sur la substance. Cette valeur n'a rien de physique. On la considère immanente aux choses par projection fétichiste, mais c'est pure projection, pure chose de pensée. Cette valeur n'est pas là à l'état de nature. Mais pour autant que cette chose, cette projection, cette représentation fétichiste a effectivement lieu dans la tête des sujets sociaux, elle renvoie quand même à quelque chose qui elle, là, ne se cantonne pas à la tête des sujets. C'est-à-dire que le travail en tant que dépense d'énergie humaine, c'est une réalité physique qui a lieu, vous voyez, et dans laquelle on projette justement la valeur. Et donc, puisque ce quantum d'énergie consommé, il ne peut pas être séparé stricto sensu du contenu des objets, dans les objets. Puisqu'on ne peut pas en fait séparer l'objet de sa valeur. On voit bien qu'il y a une forme de double irréalité. À la fois dans le fait que la valeur n'existe pas de manière immanente, mais qu'en même temps elle ne peut pas exister sans l'aspect concret des marchandises qui servent de médiation à cette valeur, à cette dépense de travail humain. Mais ça n'empêche que cette dépense doit bien avoir eu lieu. Enfin, cette force de travail, effectivement dépensée, elle renvoie bien un contenu matériel et quantifiable, mais quantifiable non pas relativement à telle ou telle marchandise considérée isolément, mais à la moyenne sociale des marchandises. Donc c'est-à-dire que quand on considère la valeur d'une quantité de travail humain, donc qui est en volume horaire, c'est jamais pris individuellement, mais c'est toujours à l'échelle de la société, c'est-à-dire à l'échelle du seuil de productivité qui a été atteint dans la société. Donc par exemple, si on a des pays, des pays en Asie du Sud-Est qui ont par exemple très peu de taux de chômage avec beaucoup de travailleurs qui sont employés dans des produits qui valent pas grand chose, chaque travailleur pris individuellement produit en réalité très peu de valeur, parce qu'en termes de normes de production à l'échelle du monde capitaliste, en fait il représente pas grand chose, et il n'en est pas des processus de...
Ah, excusez-moi, j'ai eu de nouveau mon casque qui s'éteint, je pense à régler le problème. Oui, donc voilà. Donc ce que je vous disais, c'est qu'en fait, la quantification de la valeur ne se fait jamais à l'échelle individuelle, mais toujours à l'échelle de la société, à l'échelle du seuil de productivité qui a été atteint par la société et sur lequel on ne peut absolument pas revenir en arrière. Donc pour résumer la chose, en raison de sa nature d'abstraction, le contenu de la valeur est toujours un contenu fantomatique, non seulement vis-à-vis de son objectivité concrète, mais aussi en termes pratiques, c'est-à-dire en tant que détermination d'une masse de dépenses de matière cérébrale, de muscles et de nerfs. Mais, puisqu'il y a transformation de matière naturelle sous la détermination, donc il dit essentielle a priori, donc de la valeur, il faut que les quanta, donc le pluriel de quantum, d'énergie humaine abstraite soient dépensés sans égard pour leur forme concrète de dépense. Et donc cette détermination, elle est bien substantielle, au sens où elle a bien une substance matérielle, non pas naturelle, on ne peut pas faire ce reproche de naturalisme ni à Marx ni à Course, mais sociale, non pas transhistorique, mais historiquement spécifique. Voilà. Donc chapitre un peu plus court que les précédents. Le prochain sera un peu plus long. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je veux bien prendre la parole, si c'est Vas-y. possible. Vas-y. Euh, Merci pour cet exposé très clair. Ce que tu n'as pas dit, c'est que la valeur d'usage était modelée par la logique de valorisation. Et c'est ce qui fait son caractère historiquement déterminé. Ça, Kurtz revient dessus dans un court texte que j'avais traduit pour Palimsao qui s'appelait Adieu à la valeur d'usage, où il explique que la valeur d'usage n'est pas quelque chose de naturel et de évident dans toutes les sociétés, mais va être modelé par la logique de valorisation à travers, par exemple, le phénomène d'obsolescence programmée, la standardisation, euh, le calibrage, etc., etc. Et donc, du coup, les marchandises physiques qui sont produites dans le capitalisme ne vont pas de soi en tant que marchandises physiques, mais la valeur d'usage est modelée par la logique de valorisation. C'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que le travail concret lui-même aussi va être modelé par le travail abstrait. Et ça, il l'explique dans un chapitre un petit peu plus loin. Et c'est la question de la subsomption réelle du travail sous le capital, en fait. Et Nuno Machado revient là-dessus pour dire que Marx aurait pu reconnaître lui-même que le travail concret est historiquement déterminé avec son concept de subsomption réelle. Je vais essayer d'expliquer ça rapidement. En gros, ce que Kurtz explique, c'est que la logique de valorisation fait que chaque travailleur est étranger à la matière de son travail parce qu'il est séparé à la fois juridiquement et formellement et matériellement du produit final de son travail. Chaque travailleur est séparé de la coopération parce que c'est pas lui qui décide de la coopération, donc il est au travail avec d'autres mais sans être avec eux. Et chaque travailleur est séparé de sa propre personne, au sens où il effectue quelque chose qui est négatif et qui est relatif à sa survie. Bah, ça, c'est du travail concret. C'est du travail concret parce que ça concerne la division du travail, ça concerne la matière du travail, ça concerne la personnalité de la personne au travail. Et ce travail concret va être modelé par la logique de valorisation. Et donc, du coup, ce concept de travail concret que Marx mobilise un petit peu plus loin dans le Capital en parlant de subsomption réelle du travail sous le capital pourrait permettre de dépasser l'aporie dont tu as parlé, c'est-à-dire au lieu de dire que le travail concret est une nécessité transhistorique, parce qu'il est modelé par la logique de valorisation, alors il est lui aussi historiquement déterminé. Et tu as dit que c'était un oxymore, ça reste un oxymore bien sûr, parce que en tant que travail concret, il est subsumé sous le travail abstrait, donc il est lui-même devenu une abstraction, mais une abstraction réelle. Et c'est ce que tu as expliqué très bien. Donc du coup, voilà, c'était juste pour ajouter deux choses à ta remarque. Peut-être dire que la valeur d'usage est modelée par la valeur,
et que le travail concret est modelé par le travail abstrait, qui permettrait de dépasser l'aporie marxienne et de dire que valeurs d'usage comme travail concret sont bien historiquement déterminées. Voilà, j'ai fini, excusez-moi si c'était un peu long, mais en tout cas, merci beaucoup. Bah merci à toi pour la précision. C'est vrai que je suis passé un peu vite sans peut-être essayer de parler de ça. Mais oui, oui, c'est vrai que les valeurs d'usage non existent. Mais en plus, ça me dit quelque chose cet article, donc peut-être même que je l'avais lu. Mais oui, oui, c'est vrai que les valeurs d'usage n'existent en fait que. Je vais le mettre dans la conversation, l'article de Ouais. Robert Court. Adieu à la valeur d'usage. Ah bah oui, Ouais. voilà, ouais. Je l'avais lu Je vais celui-là. le mettre. Mais je le mettrai en lien dans la description de la vidéo du replay. Comme ça, bah, ceux qui nous écoutent, ils peuvent aussi en fait directement aller lire l'article après la présentation. Euh, J'ai vu qu'Irvan t'a écrit des choses dans le chat pendant la présentation. C'était on va dire, des références par rapport à ce que tu disais. D'accord. Ok, très bien. Bon, bah écoutez, Alan, tu voulais dire quelque chose peut-être? Oui, je voulais juste te dire bravo et merci d'avoir été aussi clair et intéressant. Bah merci, ça me fait plaisir. Bah merci à vous d'être venu, de m'écouter. Je vais mettre le lien de l'article dans la description. Et ben je vous dis. Ah oui, alors deux choses importantes que j'ai à préciser maintenant. Je sais pas si je vais être en mesure de publier ou en tout cas de vous faire la présentation du chapitre 4 la semaine prochaine pour deux raisons. Déjà, il est un peu plus long et en plus, je commence à avoir accumulé un certain temps de retard sur mon comment dirais-je mon travail de recherche universitaire. Et du coup, je vais voir selon que j'arrive à avancer ou pas, peut-être que finalement je ferai la présentation du chapitre 4 non pas la semaine prochaine mais la semaine d'après. Voilà. Après, si finalement j'arrive à avancer assez vite, je verrai, mais bon, il y a de fortes chances pour que du coup il y ait un petit délai d'une semaine supplémentaire. Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va s'arrêter là. Bah, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis à une prochaine fois.